20 ans plus tard, je suis arrivé chez ma sœur, dans la maison que je lui avais offerte, mais je l'ai vue dormir sur le paillasson près de la porte. Elle était en vieux haillon, et mon fils s'essuyait les pieds sur elle en disant aux invités, « C'est notre servante folle. » Je n'ai pas crié. J'ai fait un pas en avant, et tout le monde s'est figé. Chers amis, je vous salue. Avant d'ouvrir les portes de cette vieille maison et d'en découvrir les secrets, je vous demande un petit service. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette histoire. Écrivez aussi dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous écoutez. Cela me fait toujours chaud au cœur de voir que nous sommes nombreux. Et maintenant, installez-vous confortablement. Bonne écoute. Le chauffeur de taxi, un jeune homme aux yeux fatigués, me regarda dans le rétroviseur. « C'est bien ici, grand-mère » demanda-t-il en ralentissant devant le haut portail en fer forgé. « La maison a l'air riche, et vous ? Êtes-vous sûr qu'on vous attend ici ? » Je ne me suis pas vexé. Je portais un simple manteau gris acheté au marché avant mon départ et des bottes usées qui avaient vu le permafrost bien plus souvent que l'asphalte. 20 ans dans le Nord. 20 ans rayés de ma vie pour qu'ici, dans le climat doux du centre du pays, ma famille ne manque de rien. Mon visage était tanné par le vent, ma peau dure comme du parchemin, et il ne restait plus une seule mèche sombre dans mes cheveux, seulement de l'argent massif. Pour ce garçon, je n'étais qu'une vieille dame qui s'était probablement trompée d'adresse. « C'est ici, fiston ? » ?»« C'est bien ici, » ai-je répondu. Ma voix semblait rauque, inhabituelle même pour moi. Après de longs jours de silence sur la route, je payai en ajoutant un pourboire généreux qui fit écarquiller les yeux du garçon, et je sortis sur l'allée de gravier. L'air ici était différent, doux. Ça sentait les feuilles mortes, l'humidité et la fumée. Pour mes poumons habitués à l'oxygène piquant et glacial des villes minières, cet air semblait épais comme de la gelée. Le manoir Véresque. Mon cadeau. Ma rédemption. La maison se dressait au fond du jardin, immense, en bois, avec des cadres de fenêtres sculptés rappelant de la dentelle. Je me souvenais d'elle autrement, silencieuse et abandonnée, lorsque j'avais finalisé l'achat il y a 20 ans. Aujourd'hui, les fenêtres du rez-de-chaussée brillaient d'une lumière électrique dorée, et même depuis le portail, j'entendais le bourdonnement des voix et le cliquetis de la vaisselle. Une fête. Je n'avais pas prévenu de mon arrivée. Je voulais voir leur visage quand j'entrerais. J'imaginais comment ma sœur Eulalia lèverait les bras au ciel, laisserait tomber son tricot et se précipiterait vers moi, pressant sa joue douce contre mon épaule. J'imaginais comment mon fils Gérasime, désormais un homme adulte, m'embrasserait dignement et dirait « Maman, tu es enfin à la maison. Maintenant, tu peux te reposer. » Je marchais sur l'allée, le gravier crissant sous mes pas. Comptant les derniers mètres de mon calvaire, je ne portais qu'un petit sac. Tout ce que j'avais gagné ou de quoi acheter la moitié de cette ville reposait sur des comptes qu'il connaissait, et dans des actifs dont il n'avait pas encore le droit de connaître l'existence. Je ne revenais pas en tant que duchesse de fer, comme m'appelaient mes subordonnés dans les mines, mais simplement en tant que maman, en tant que Clémentine. La porte d'entrée était grande ouverte, laissant entrer la fraîcheur automnale dans la maison chauffée. De l'intérieur s'échappait de la musique, quelque chose à la mode, rythmé, tout à fait inapproprié pour ces vieux murs. Je montais les marches du porche. Mon cœur battait régulièrement, calmement. J'avais appris à contrôler ces battements, là où toute émotion superflue pouvait coûter la vie lors d'un accident dans la mine. Je franchis le seuil. L'entrée était inondée de lumière. D'immenses lustres. Les murs, lambrissés de chêne, étaient couverts de tableaux au cadre lourd. J'en reconnus certains. C'étaient des reliques familiales que j'avais interdit de vendre. Au centre du hall, des gens se pressaient, des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes de soirée étincelantes de bijoux. Ça sentait les parfums chers, la viande rôtie et l'hypocrisie. Personne ne me remarqua. Je restai dans l'ombre de l'encadrement de la porte. Une petite silhouette grise sur fond de fête brillante. Et puis mon regard tomba vers le bas. À gauche de l'entrée, là où se trouvent habituellement les tapis pour les chaussures, gisait quelque chose d'informe. Un tas de haillons, sales, gris, sentant quelque chose d'aigre. J'ai d'abord pensé que c'était une couche pour chien qu'on avait oublié d'enlever, mais le tas bougea. Dessous le monceau de tissu vétuste apparut une jambe, maigre, recouverte d'une peau pâle, avec un talon sale. Et puis j'ai vu le visage. Il était caché par des cheveux gris emmêlés, mais je reconnus le profil. Ce nez aquilin, ce front haut. Eulalia, Malala,
ma petite sœur que j'avais laissée maîtresse de ce domaine. Elle était allongée à même le sol, recroquevillée sur le poil dur du paillasson. Elle portait une robe qui semblait avoir été autrefois un rideau, grossièrement recousu et graissé jusqu'à la noirceur. Dans ma poitrine, quelque chose se serra non pas de douleur, mais de froid. Ce même froid qui précède le blizzard, quand tout être vivant se cache, comprenant, la mort arrive. À cet instant, venant du jardin en riant bruyamment, un homme entra. Grand, imposant, un verre de vin à la main. Il portait une veste en velours couleur lit de vin et de hautes bottes en cuir couvertes de boue grasse d'automne. Gérasime, mon fils. Il ne regardait pas où il mettait les pieds, ou plutôt, il regardait, mais ne voyait pas un être humain. Il s'avança droit vers Eulalia. Je m'attendais à ce qu'il l'enjambe, l'aide à se relever, ou crie après les domestiques parce que sa tante était par terre. Au lieu de cela, il posa la semelle de sa botte sale sur son dos, droit sur ses omoplates couvertes de haillons, et frotta son pied avec force, nettoyant les mottes d'argile sur son corps. Eulalia ne tressaillit même pas. Elle émit seulement un petit gémissement, habituel et terrible dans sa soumission. Gérasime, mon Dieu, gloussa une dame avec une coupe de champagne. Tu vas salir le tapis. Gérasime éclata de rire. Le son était velouté, satisfait. Ne faites pas attention, annonça-t-il bruyamment à tout le hall, essuyant sa deuxième botte sur l'épaule de ma sœur. Ce n'est que notre servante folle. Elle adore dormir sur le paillasson, s'imaginant être un chien de garde. Nous la gardons par charité, vous savez? Charité familiale. Les invités rirent nerveusement, mais docilement. Quelqu'un recula avec dégoût. À ce moment précis, la mère en moi mourut. Cette femme qui avait envoyé des virements pendant 20 ans, qui rêvait de serrer son fils dans ses bras, qui gardait ses dessins d'enfant dans une valise, elle disparut. Sa place fut prise par celle que craignaient les mineurs endurcis au-delà du cercle polaire. La duchesse de fer était de retour. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas jeté sur lui les poings en avant. L'hystérie est le lot des faibles. J'ai simplement fait un pas hors de l'ombre, vers la lumière. Calme, mesuré. Le bruit dans la salle commença à s'apaiser. D'abord, ceux qui étaient près des portes se turent. Ils virent non pas juste une vieille femme en manteau bon marché, mais ils virent mon regard. Le regard avec lequel je fixais les éboulements de roches et les chefs d'équipe voleurs. Le silence se répandit dans le hall comme de l'eau glacée. Gérasime, qui me tournait le dos, sentit ce silence. Il se retourna lentement. Sur son visage jouait encore un sourire suffisant, mais dans ses yeux passa une lueur d'incompréhension. Mais ce n'est pas lui qui réagit le premier. Au centre de la salle, un homme aux cheveux gris en uniforme strict tenait un verre de cognac. Iña Kuzmich, le procureur de la ville, un homme dont j'avais autrefois sauvé la carrière et le seul ici à connaître la vraie moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Son visage devint instantanément gris, perdant toute sa rougeur festive. Le verre en cristal glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet avec un bruit assourdissant. Des éclaboussures de cognac volèrent sur les pantalons des invités, mais personne ne bougea. Iña Kuzmich, l'homme que toute la ville craignait, se plia dans une révérence profonde, presque servile. Clémentine Savlievna, chuchota-t-il dans un silence de tombe. On nous a dit que vous étiez décédé. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je restai immobile, ne regardant que mon fils. Je vis une convulsion de peur traverser son visage, aussitôt remplacée par autre chose, quelque chose de poisseux et calculateur. Gérasime se redressa. Il ne se jeta pas vers moi. Il ne tomba pas à genoux. Il éclata de rire bruyamment, théâtralement, me pointant du doigt. Vous voyez, cria-t-il en balayant du regard les invités abasourdis. Ma pauvre mère est vraiment revenue, mais regardez-la. Elle regarde à travers nous. Les médecins m'avaient prévenu. Son esprit s'est éteint, tout comme celui de cette servante par terre. Il s'avança vers moi, et dans ses yeux, je lus mon arrêt de mort. N'écoutez pas son délire, lança-t-il aux invités en me saisissant le coude avec une telle force que je sentis le tissu de mon manteau craquer. Elle ne comprend pas où elle est. Ses doigts s'enfonçaient dans mon épaule, mais je ne grimaçais même pas. Une douleur insignifiante. Je regardais droit dans les yeux d'Iña Kuzmich. Le procureur se tenait là, la bouche entr'ouverte. Son regard faisait la navette entre moi et mon fils. Dans ce regard, je lisais une lutte, le respect du passé luttait contre le mensonge confortable du présent.
Il voulait croire Gérasime. C'était plus simple. Croire que la légendaire duchesse de fer avait perdu la tête était plus facile que d'admettre qu'un crime se déroulait dans cette maison. Igna hocha lentement la tête, comme pour se convaincre lui-même, et baissa les yeux. C'était un consentement silencieux. Une trahison commise par politesse. Je vous demande pardon, messieurs. La voix de Gérasime teintait d'une fausse compassion. Drame familial, vous comprenez. La vieillesse n'épargne personne. Il me traîna à travers la salle vers le large escalier menant au 2e étage. Je marchais docilement, sans résister, lui laissant jouer le rôle du fils attentionné guidant sa mère infirme. Mes pieds foulaient les tapis moelleux que j'avais choisis il y a 20 ans, mais cette maison me semblait désormais étrangère, comme un décor de théâtre bon marché. Nous sommes montés, mais Gérasime ne m'a pas conduite dans ma chambre, dont les fenêtres donnaient sur le jardin. Il a bifurqué dans un couloir étroit réservé aux domestiques, tout au fond, vers une porte basse dont la peinture s'écaillait depuis longtemps. Il poussa la porte du pied et me jeta à l'intérieur. Ce n'était pas une chambre, c'était un débarras. Un réduit poussiéreux sans fenêtre, encombré de vieux cartons, de chaises cassées et d'une odeur d'humidité. Dans un coin se trouvait une couchette étroite avec un matelas nu et tacheté. Gérasime claqua la porte et s'y adossa, coupant toute retraite. Le sourire glissa de son visage comme de la cire fondante. Il ne restait qu'une méchanceté nue et bestiale. « Écoute-moi bien, vieille loque, siffla-t-il en se penchant vers moi. Il sentait le vin cher et la pourriture. Tu es morte. Pour tous ceux en bas, tu es morte ou folle. Je me fiche de ce que tu choisiras. Je gardai le silence, l'observant. Je cherchais dans ce visage les traits du petit garçon qui pleurait autrefois si je me blessais le doigt. Mais je ne voyais qu'un étranger. Un étranger faible et avide. Si tu dis un mot, continua-t-il en baissant la voix jusqu'au chuchotement, si tu essaies de parler à Igna ou à qui que ce soit d'autre, je jette ta précieuse sœur à la rue tout de suite, dans la neige, en chemise. Et crois-moi, au matin, elle sera morte de froid. Tu m'as compris? Rien ne trembla dans ma poitrine. La peur est une émotion, et les émotions nuisent à la planification. J'évaluai rapidement la situation. Physiquement, je ne pouvais pas le battre. Crier était inutile. La musique en bas couvrirait tout, et Igna avait déjà fait son choix. Ma seule arme maintenant était le temps et l'information. J'avais besoin qu'il se détende, qu'il cesse de voir en moi une menace. Je rendis mes bras mous, laissai mes épaules s'affaisser et mon regard devenir flou et humide. Je commençais à trembler légèrement de la tête, imitant le tremblement que j'avais vu chez les vieillards du village. Jéracha bafouillai-je, écorchant volontairement les mots. Où sont mes lunettes? Je veux rentrer à la maison. Il fait noir ici. Gérasime renifla avec dégoût. La tension dans ses épaules disparut. Il voyait ce qu'il voulait voir, une vieille femme brisée et sénile. Assieds-toi là, lança-t-il. Et n'ose pas te montrer. Il sortit, et j'entendis la serrure cliquer de l'extérieur. Je restai dans l'obscurité, mais je ne m'allongeai pas sur la couchette sale. Je restai debout et écoutais. J'écoutais la fête continuer en bas, les verres teintés à la santé du maître de maison qui venait d'enfermer sa mère dans un placard. Les heures s'écoulèrent lentement. Peu à peu, la musique s'est tue, les voitures sont parties, la maison a plongé dans un silence somnol. Je m'approchai de la porte. La serrure était vieille, simple. Dans les mines, je devais réparer des mécanismes bien plus complexes. Je sortis de ma poche une épingle à cheveux, simple, métallique, que je portais toujours sur moi au cas où. 2 mouvements, un clic silencieux et la porte céda. Je sortis dans le couloir. C'était calme, seules les vieilles lattes de plancher craquaient à peine sous mes pieds. Je n'allais pas chercher un lit confortable. Je descendis en bas, dans le hall. Il y faisait froid. Un courant d'air parcourait le sol. Près de la porte d'entrée, sur ce même paillasson rêche, gisait Eulalia. Il ne lui avait même pas donné de couverture. Je m'approchai d'elle. Elle respirait lourdement, en sifflant, tressaillant dans son sommeil. Je m'agenouillai. Le poil dur du tapis s'enfonça dans mes jambes, mais je ne sentais pas l'inconfort. J'enlevai mon manteau et en couvris ma sœur. Je m'assis à côté d'elle, à même le sol, le dos contre le mur froid. Je pris sa main dans la mienne. Sa paume était glacée et rugueuse comme de l'écorce d'arbre. Je suis là, Lala,
chuchotai-je dans l'obscurité. Je suis revenu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assise, gardant son sommeil comme une sentinelle garde l'entrée d'une galerie de mines. Je me souvenais du nord, je me souvenais du froid qui faisait éclater l'acier. Cette maison était plus froide. Ici, le gel ne venait pas de la météo, mais des cœurs humains. Mais je savais comment faire fondre la glace. Il suffit juste d'assez de pression. L'aube arriva avec une lumière grise et trouble. La première à entrer dans le hall fut une jeune femme de chambre avec un seau d'eau. Elle m'était inconnue. En nous voyant, elle poussa un cri et laissa tomber sa serpillière. « Seigneur Jésus » chuchota-t-elle. Juste après elle apparut une femme plus âgée, la gouvernante principale. Je la reconnus. C'était Marfa. Elle travaillait ici avant mon départ. À l'époque, c'était une jeune fille aux joues roses. Maintenant, son visage était sillonné de rides et ses yeux pleins d'une anxiété éternelle. Marfa se figea en me regardant. J'étais assise sur le paillasson, vêtue simplement, à côté de la servante folle. Mais je levai la tête et la regardai comme je la regardais il y a 20 ans, donnant des ordres en cuisine. Je ne dis pas un mot de salutation. Je levai simplement un peu le menton et, des yeux seulement, désignai la petite table dans le coin du hall. Du thé, ici, prononçai-je doucement, mais fermement. Le ton ne tolérait aucune objection. La jeune femme de chambre gloussa, s'apprêtant à dire quelque chose sur le fait que les fous n'ont pas le droit au thé. Mais Marfa lui tira brusquement la manche. Elle pâlit, reconnaissant ce ton. Tout de suite, Clémentine Savlievna, marmonna-t-elle, et dans sa voix, j'entendis non pas la peur de Gérasime, mais un vieux respect enraciné. 5 minutes plus tard, elle revint avec un plateau. Dessus, une théière en porcelaine, 2 tasses et 2 assiettes de bouillie d'avoine d'où s'échappait une vapeur épaisse. Marfa s'agenouilla pour poser le plateau au sol devant nous. Ses mains tremblaient. Elle posa la tasse de thé devant moi, la soucoupe tinta. Je croisai son regard. Il y avait une supplique. Elle jeta un coup d'œil rapide et furtif vers l'escalier, vérifiant si le maître descendait. « Mangez, mesdames, dit-elle fort pour les oreilles invisibles. La bouillie est fraîche, avec du beurre. » Mais quand elle retira sa main de ma tasse, ses doigts pressèrent un instant mon poignet. Et je sentis qu'un petit morceau de papier avait glissé sous le fond de la tasse. Marfa se leva rapidement et, sans se retourner, se précipita vers la cuisine, entraînant la jeune bonne avec elle. J'attendis que leur pas s'éloigne. Eulalia commençait à se réveiller, s'étirant sous mon manteau. Je pris la tasse. Dessous se trouvait un bout de feuille de cahier. Je le dépliai. L'écriture était hâtive, tordue. Ne mangez pas la bouillie. Ils y mettent de la poudre. Ça rend l'esprit cotonneux et les jambes ne tiennent plus. Buvez seulement l'eau du robinet. Je levai lentement les yeux vers l'assiette fumante de bouillie. L'odeur appétissante du beurre me semblait maintenant être l'odeur de la mort. Je regardai Eulalia. Elle tendait la main vers l'assiette. Ses yeux étaient troubles, défocalisés. J'écartai sa main doucement mais fermement. Non, Lala, dis-je. Aujourd'hui, nous n'avons pas faim. La guerre avait commencé, et le premier coup de feu avait été tiré en cuisine. Je versai discrètement le contenu des assiettes dans le pot d'un ficus près de la porte. La terre absorba avidement la masse épaisse et empoisonnée. Eulalia regarda cela avec une incompréhension enfantine, mais ne protesta pas. L'habitude d'obéir était plus forte chez elle que la faim. « Maman, c'est quoi ce cirque que tu as organisé ?» La voix de Gérasime tonna depuis l'escalier. Il descendait en boutonnant les boutons de manchette de sa chemise blanche comme neige. Derrière lui flottait sa femme Pélagie. Elle portait une robe de chambre en soie couleur rose fané, et sur le visage, un masque d'irritation dégoûté. Dormir dans le hall comme un chien, reniflait-elle en nous contournant par un large arc, comme si nous étions contagieuses. Gérasime, je t'avais dit qu'il fallait l'envoyer tout de suite à l'asile. Elle effraie les domestiques. Doucement, chérie. Gérasime embrassa sa femme sur la joue, mais ses yeux me perçaient froidement. Maman est juste excentrique. La vieillesse, tu sais, reprend ses droits. Ils passèrent dans la salle à manger. J'aidai Eulalia à se lever. Ses jambes tremblaient, mais elle s'appuyait sur moi avec une confiance étonnante. Nous avons marché lentement derrière eux. Dans la salle à manger, la table croulait sous la nourriture.
Un plat en argent avec de la charcuterie, des fruits frais, des croissants dégageant un arôme de vanille. Gerasim et Pélagie s'assirent en bout de table. On nous indiqua une petite table d'appoint dans un coin, où se trouvait un bol de biscottes et une cruche d'eau. « Asseyez-vous » fit négligemment Gerasim d'un geste de la main, se servant du saumon. « Ne soyez pas timide, pour vous c'est un menu spécial, diététique. » Je m'assis, gardant un visage de pierre. Eulalia tendit aussitôt la main vers une biscotte, la rongeant avidement de sa bouche édentée. Je pris un morceau de pain rassis. C'était sûr. Je mangeais lentement, observant. Mon regard était rivé sur ma sœur. Maintenant, à la lumière du jour, je voyais ce que la pénombre de l'entrée avait caché. Ses pupilles étaient dilatées à l'extrême, couvrant presque l'iris. Sa peau était grise, moite. Ses mouvements saccadés, désynchronisés. Ce n'était pas de la folie, c'était de la chimie. Eulalia se figea soudain, un morceau de biscotte à la main. Elle fixa un point sur le mur où était accrochée une vieille tapisserie représentant une chasse. Ses lèvres remuèrent. L'ours maladroit marche dans la forêt. Chuchota-t-elle à peine audiblement. Gerasim éclata de rire en buvant son café. Tu entends, Pélagie? Encore ce délire. Ça fait 3 ans qu'elle marmonne cet ours. Un cerveau de 3 ans. Mais moi, j'écoutais. Je connaissais cette sœur. Nous avions grandi ensemble, et l'ours maladroit était notre comptine préférée quand nous cachions des secrets à nos parents. Il ramasse des pommes de pin, il les met dans son panier. Continua Eulalia, mais soudain, elle changea les paroles. Sa voix devint étrange, monotone, comme celle d'un robot. Deuxième étagère du bas, il prend le 3e tome. Reliure verte. Page 5 cents. Elle se tut aussi soudainement qu'elle avait commencé et se remit à ronger sa biscotte. Gerasim ne remarqua rien. Il était trop occupé par lui-même. Il se leva, s'essuyant les lèvres avec une serviette, et s'approcha de moi. Il sentait l'eau de colombe chère, qui ne pouvait masquer l'odeur de peur qui émanait de lui par vagues. « Maman » dit-il, et le mot « maman » sonna comme une insulte. Nous avons peu de temps. Dans 2 jours aura lieu le bal des fondateurs ici. Un investisseur important viendra de la capitale. J'ai besoin que tout soit parfait. Il jeta un dossier devant moi sur la table. C'est une formalité, une autorisation pour tes soins médicaux et la gestion de tes comptes restants. Tu ne veux pas que Pélagie et moi nous ruinions en médicaments pour toi. Signe ici. Je regardais le papier. Le texte était petit, juridiquement complexe, mais j'en saisis l'essence immédiatement. Ce n'était pas une procuration. C'était un acte de donation totale et inconditionnelle. Gerasim me tendit un stylo plume coûteux. Allez, ne traîne pas. J'ai des affaires. Je pris le stylo. Ma main, cette même main qui avait signé des contrats de plusieurs millions pour la fourniture de charbon, commença soudain à trembler traîtreusement. Je fis semblant d'essayer de calmer le tremblement, serrant le stylo de toutes mes forces. Je ne vois pas, marmonnai-je en me penchant sur la feuille. Fais juste une croix, aboya Gerasim, perdant patience. Je levai la plume au-dessus de la ligne de signature, et à ce moment, ma main eut une convulsion. La plume frappa le papier avec force, éclaboussant de l'encre noire. La tache s'étala instantanément, noyant le texte sous une marque grasse et impénétrable. Et puis, comme prise de panique, essayant de tout réparer, je passai ma main sur l'encre, l'étalant sur toute la feuille, transformant le document en bout noir. Oh, soufflai-je, effrayé. Pardon, fiston. Mes mains ne m'obéissent pas. Le visage de Gerasim devint pourpre. Les veines de son cou gonflèrent. Espèce de vieille vache. Hurla-t-il en me saisissant par les épaules et me secouant. Tu sais combien coûte ce papier? Tu as tout gâché. Pélagie bondit, renversant sa chaise. Gerasim, laisse-la. Elle ne comprend rien. Tu vas la tuer avant le bal, et nous avons besoin qu'elle soit en vie au moins jusqu'à la signature. Gerasim me rejeta sur la table. Il respirait lourdement, serrant les poings. Débarrassez ça, cria-t-il au domestique en montrant le document gâché. Je vais en imprimer un nouveau, mais si toi, vieille sorcière, tu bouges encore une fois, je t'attacherai les mains et je guiderai ta plume moi-même. Il sortit de la salle à manger en claquant la porte, faisant teinter le cristal dans le vaisselier. Pélagie courut après lui,
ses talons claquant sur le sol. Les domestiques se précipitèrent pour débarrasser la table. J'étais assise, tête baissée, mimant le remords et la peur. Marfa s'approcha pour prendre la feuille gâchée. Je la jetterai moi-même, dis-je doucement, arrachant la boule de papier mouillé d'encre sous son nez. Je veux réparer. Marfa me regarda avec pitié, mais ne discuta pas. Quand la salle à manger fut vide, je lissai soigneusement la feuille sur mes genoux. L'encre avait séché, mais le texte était encore lisible sous les taches. Je lus les lignes que Gerasim voulait en cacher sous l'apparence d'un formulaire médical. Donation de biens immobiliers, terrain, numéro cadastral. Transfert de propriété immédiat et irrévocable. Et tout en bas, en petits caractères, une note qui me glaça le sang, le donateur confirme agir en son âme et conscience, et renonce au droit de résidence dans le dit bien immobilier dans les 24 heures suivant la signature. Ce n'était pas juste un vol, c'était une condamnation à mort. Dès que je signerais, Eulalia et moi serions jetés dehors, dans le froid. Légalement, officiellement. Pour toujours. Je pliai soigneusement la feuille et la cachai dans la poche profonde de ma vieille robe. J'avais maintenant une preuve. Mais la preuve de quoi? De son avidité. C'était insuffisant pour le procureur. Je devais savoir pourquoi il était si pressé, pourquoi il voulait la maison maintenant, alors que j'étais revenu avec de l'argent. Je regardais Eulalia. Elle était assise, se balançant d'avant en arrière, et chuchotait à nouveau, 3e tome. Reliure verte. Page 5 cents. La bibliothèque. La réponse était là. J'attendis que le bruit du moteur de la voiture de Gerasim s'estompe au-delà du portail. Il était parti en ville, probablement chez le notaire pour préparer de nouveaux papiers. Pélagie s'était enfermée dans son boudoir, se préparant pour le bal. La maison se tut, plongée dans une somnolence anxieuse et expectative. Marfa, appelai-je doucement quand la gouvernante passa. Surveille-la là, tu en réponds sur ta tête. Marfa hocha la tête. Dans ses yeux passait une peur mêlée de détermination. Elle emmena ma sœur à la cuisine, loin des regards curieux. Moi, je me dirigeai vers la bibliothèque. Les portes en chêne foncé étaient verrouillées. Gerasim ne prenait pas de risques, sachant que j'aimais les livres. Je regardais autour de moi. Le couloir était vide. Je sortis de mes cheveux cette même épingle qui m'avait déjà servi de clé pour le débarras. Mes mains se souvenaient du mouvement. Dans le village minier, un vieux serrurier, l'oncle Micha, m'avait appris à ouvrir les serrures des entrepôts quand nous perdions les clés dans le blizzard. Sens le métal, Clémentine, disait-il. Il est vivant, il veut s'ouvrir. Il faut juste demander poliment. J'ai demandé. Le clic fut à peine audible, comme le craquement d'une brindille sèche. La porte céda. Je me glissai à l'intérieur et la refermai derrière moi sans la verrouiller. La bibliothèque sentait la poussière et le vieux papier. Les rideaux étaient tirés. La pièce baignait dans la pénombre. J'allumai la lampe de bureau sur la table massive. Le faisceau de lumière arracha à l'obscurité des rangées d'étagères montant jusqu'au plafond. 2e étagère du bas. 3e tome. Reliure verte. Je m'approchai de l'étagère indiquée. C'était la section des classiques. 3e tome. Reliure verte. Dostoïevski. Crime et châtiment. Quelle ironie. Je sortis le livre. Il était léger, trop léger pour un tome aussi épais. Je l'ouvris. Les pages avaient été découpées pour former une cachette. À l'intérieur, pas de lingots d'or ni de liasses de billets, mais un simple cahier d'écolier à la couverture en toile cirée. Je m'assis par terre, adossé à l'armoire, et ouvris le cahier. C'était le journal d'Eulalia. L'écriture au début était régulière, calligraphique, celle que notre gouvernante nous avait enseignée. 15 mars. Gerasim a vendu le service de maman, il a dit qu'il l'avait cassé par accident, mais j'ai vu le reçu du prêteur sur gage. J'ai essayé d'écrire à Clémentine, mais il m'a arraché la lettre des mains, disant que maman était occupée par des affaires importantes et qu'il ne fallait pas l'inquiéter pour des broutilles. Je tournais les pages et à chaque nouvelle date, l'écriture devenait de plus en plus déchirée, les lettres dansaient. 10 septembre. Le docteur Zozim est venu aujourd'hui. Il m'a fait une piqûre, a dit que c'était des vitamines. Mais après, j'ai dormi 2 jours. Je me suis réveillé,
et le tableau d'Aïvazovski avait disparu du salon. Gerasim dit que je l'ai offert à quelqu'un. Je ne me souviens pas. J'ai peur. 2 décembre. Il me donne de nouvelles pilules. J'oublie les mots. J'oublie comment s'appelle le chat. Clémentine, où es-tu? Pourquoi ne viens-tu pas? Gerasim dit que tu es morte, mais je sais que c'est un mensonge. Je te sens. Les dernières entrées étaient au crayon, des gribouillis presque illisibles. Plus d'argent. Il a tout dépensé. Il a joué tout ce que tu envoyais. La maison est hypothéquée. Ils veulent vendre le terrain. Pour la démolition. Il y aura un magasin. Notre jardin, nos pommiers. Ils vont les abattre. J'ai caché les documents. Il ne les trouvera pas. Je les ai cousus. L'entrée s'arrêtait là. Je fermais le cahier. Mes mains étaient froides, mais à l'intérieur, un incendie faisait rage. Gerasim n'était pas simplement cruel. Il était en faillite. Tous ces virements que j'avais envoyés pendant des années, des millions gagnés à la sueur et au sang, avaient disparu. Il avait tout flambé, et maintenant il était prêt à détruire le nid familial, à vendre la mémoire des ancêtres pour un bulldozer, juste pour couvrir ses dettes. Il n'avait pas besoin de mes comptes restants, il avait besoin de ma signature pour légaliser la vente du terrain. Sans elle et sans la signature de Lalia, il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi il était si pressé. Voilà pourquoi il nous gardait enfermés. Il avait besoin de nous faire déclarer incapables pour devenir le seul tuteur et gestionnaire des biens. Soudain, des pas lourds et rapides se firent entendre dans le couloir, suivis de voix. Je me précipitai vers la fenêtre, me cachant derrière un lourd rideau de velours. Mon cœur s'arrêta. La porte s'ouvrit à la volée. 2 personnes entrèrent dans la bibliothèque. Vous ne comprenez pas. La voix appartenait au docteur Zosime. Elle tremblait. Le dosage est déjà critique. Si on augmente, leur cœur s'arrêtera. Je me fous de leur cœur, aboya Gerasim. J'ai besoin que demain au bal, elles soient des légumes, que le juge les voie en train de baver et signe la tutelle sans regarder. Ils s'arrêtèrent juste devant le bureau, à 1 mètre de ma cachette. Je voyais leur silhouette à travers la fente du rideau. Gerasim faisait nerveusement les 100 pas. Le promoteur me donne une semaine, continuait-il en criant presque. Une semaine, Zosime. Si je n'apporte pas les papiers du terrain, ils prendront tout pour les dettes. Et toi, mon cher ami, ils ne t'épargneront pas non plus. Tu as falsifié des ordonnances, tu as prescrit des psychotropes sans indication. Le docteur soupira lourdement, s'essuyant le front. Gerasim Petrovitch, j'ai peur. Votre mère, elle n'a pas l'air folle. Ce regard qu'elle a. C'est une vieille, coupa Gerasim. Une vieille sénile qui s'imagine reine des mines. Écoute-moi. Ce soir, double dose. Dans le thé, dans la soupe, verse-leur dans la gorge de force s'il le faut. Je veux qu'au matin, elle ne puisse pas aligner 2 mots. Tu m'as compris? Mais ça peut les tuer. Objecta faiblement Zosime. Alors on les enterra avec les honneurs, trancha Gerasim. J'ai besoin du terrain, docteur. Le terrain vaut plus cher que 2 vieilles folles. Fais ce que je t'ai dit. Ou je raconte au procureur comment votre précédente patiente est morte accidentellement, laissant son appartement à votre femme. Un silence s'installa. Visqueux, terrible. J'entendais la respiration lourde du docteur. D'accord, finit-il par lâcher. Je le ferai ce soir. Ils sortirent, laissant la porte ouverte. Je sortis de derrière le rideau. Mes mains ne tremblaient plus. Maintenant, je savais tout. Les jeux étaient faits. Ce n'était pas juste une lutte pour une maison, c'était une lutte pour ma vie et celle de Lalia. Et il ne me restait qu'une soirée pour les battre. Je regardais le journal dans mes mains. C'était une arme, mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'un allié, et je savais où le trouver. Gerasim lui-même m'avait donné l'indice. La patiente précédente, l'appartement, la femme. Je fourrai le cahier sous mes vêtements et me glissai sans bruit dans le couloir. La chasse aux chasseurs avait commencé. Je savais que je n'avais que quelques minutes avant que le docteur Zosime n'atteigne la cuisine pour préparer le thé spécial. Je ne courus pas après lui. Je coupai par le passage des domestiques, connaissant la disposition de cette maison mieux que quiconque.
Je l'interceptai dans un couloir étroit près de l'entrée de service. Il marchait voûté, serrant une sacoche noire comme si elle était remplie de pierres. En me voyant, il eut un sursaut comme s'il avait reçu un choc électrique et se plaqua contre le mur. « Clémentine Savlievna » balbutia-t-il. « Vous ne devriez pas être ici. Vous devez vous reposer dans votre chambre. » Je ne perdis pas de temps en politesse. Je m'avançai tout près de lui, le coinçant. Pas de témoin dans ce couloir. Juste nous deux et la vérité suspendue entre nous comme une hache. Me reposer, docteur ? Ma voix était basse mais tranchante comme l'acier. Pour ne plus jamais me réveiller ou pour me réveiller comme un légume, prêt à être jeté au rebut ? Zosim blêmit. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est pour votre bien. Le traitement. Assez. Je le coupai net. J'ai entendu votre conversation dans la bibliothèque. Je sais pour la double dose. Je sais pour l'appartement de votre défunte patiente que vous avez mis au nom de votre femme. Les yeux du docteur s'écarquillèrent d'horreur. Il ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Mais vous ignorez une chose, docteur, continuai-je en le fixant droit dans les pupilles. Vous pensez que je suis juste une vieille du Nord ? Je détiens le paquet majoritaire des actions du holding qui finance la chambre médicale de la capitale, cette même chambre qui a examiné le dossier de retrait de votre licence il y a 5 ans. Je ne suis pas intervenu alors, mais je me souviens de votre nom sur les listes des personnes peu fiables. C'était du bluff, en partie. J'avais vraiment de l'influence, mais je ne me souvenais pas spécifiquement de son dossier. Cependant, la peur est un grand artiste, elle dessine les détails elle-même. Zosim se mit à trembler. La sacoche tomba de ses mains et frappa le sol avec un bruit sourd. Vous avez le choix, Zosim. Je me penchai vers lui. Vous pouvez exécuter l'ordre de mon fils, nous tuer. Et alors je vous garantis que dans une semaine, vous serez en prison non pas pour erreur médicale, mais pour le meurtre prémédité de 2 personnes. Mes avocats déterreront chaque erreur, chaque certificat falsifié de vos 20 dernières années. Vous serez détruit. Je fis une pause, laissant les mots pénétrer. Où vous m'aidez maintenant, et alors, peut-être que j'oublierai votre nom quand je mettrai de l'ordre dans cette ville. Le docteur déglutit convulsivement. Il ne me regardait pas comme une patiente, mais comme un juge levant le marteau pour la sentence. Que dois-je faire, chuchota-t-il. Échanger les comprimés, ordonnai-je. Donnez-nous des placebos, des vitamines, de la craie, n'importe quoi qui ne tue pas l'esprit. Et dites à Gerasim que la dose a été administrée. Il hocha la tête rapidement, frénétiquement. Je le ferai, je le jure, je le ferai. Et encore. Je le retins par le revers de sa veste. Demain au bal. Quand on vous demandera mon état, vous direz la vérité. Rien que la vérité. Compris? Oui, Clémentine Savlievna. Je le lâchai. Il ramassa sa sacoche et courut presque vers la cuisine, trébuchant sur le sol plat. Je le regardai s'éloigner. Je ne le croyais pas totalement, mais la peur pour sa propre peau est la laisse la plus fiable. Je me redressai. Mes épaules se déployèrent. Plus besoin de me voûter ni de traîner les pieds. Je marchais dans le couloir de ma maison et à chaque pas, je reprenais le pouvoir sur elle. J'entrai dans la cuisine. L'agitation y régnait. Le cuisinier, un gros homme au visage rouge engagé par Gerasim, hurlait sur Marfa qui essayait de nourrir Eulalia avec de la soupe. « Enlève cette folle d'ici », glapissait-il en agitant une louche. « Elle va me couper l'appétit des invités avec son allure. »« Quelle bouffe dehors !» Marfa pleurait, protégeant ma sœur de son corps. Eulalia se recroquevillait sur un tabouret. Je m'approchai du cuisinier par derrière. Silencieusement, discrètement. « Dehors », dis-je. Le cuisinier se retourna, clignant des yeux de surprise. « Quoi ? T'es qui toi, la vieille ? Allez, file dans ta niche. » Je pris une lourde poêle en fonte sur la table, la soupe pesait calmement dans ma main. Je dis, dehors de ma maison. Tu es viré. Tout de suite. Il y avait tant de détermination froide dans mes yeux que le cuisinier s'étouffa avec son cri. Il regarda la poêle, puis moi, puis les domestiques figés. Personne n'intervint pour lui. Vous êtes tous dingues ici, grommela-t-il en arrachant son tablier et en le jetant par terre.
Je ne remettrai plus les pieds ici. Il sortit par la porte arrière. Un silence tomba sur la cuisine. Les domestiques me regardaient avec une terreur respectueuse. Marfa, dis-je plus doucement. Donne à manger à tout le monde, de la vraie nourriture, et à Lala aussi. Je m'approchai de ma sœur. Elle leva les yeux vers moi. Il n'y avait plus ce voile trouble. Les médicaments commençaient à s'éliminer, et bien qu'elle fût faible, son regard s'éclaircit. Tina, chuchota-t-elle, me reconnaissant vraiment pour la première fois depuis ces jours. Tu es venue? Je l'embrassai, serrant fort ses épaules maigres. Je suis venue, ma chérie. C'est fini. Eulalia s'écarta soudain et regarda autour d'elle d'un air conspirateur. Elle me tira par la manche, m'obligeant à me pencher à son oreille. Tina, écoute, chuchota-t-elle rapidement, fiévreusement. La maison. Il cherche les papiers de la maison. Gérasime a tout retourné. Mais c'est un idiot. Il a cherché dans le coffre, dans les murs. Je sais pour le journal. Lala, chuchotai-je en retour. Je l'ai trouvé. Non, pas le journal. Elle serra ma main avec une force inattendue. Le document. L'acte lui-même, l'original. Celui où il est écrit la condition. Je ne l'ai pas laissé le trouver. Je savais que tu reviendrais. Je l'ai caché là où il ne devinera jamais de chercher. Où? Eulalia sourit d'un sourire faible mais rusé. Tu te souviens de ton vieux manteau? Celui avec le col en fourrure, avec lequel tu es parti dans le nord. Il est pendu dans le débarras, dans le coin le plus reculé. J'ai décousu la doublure et j'ai cousu les papiers dedans, juste sous le cœur. Je me figeai. Mon vieux manteau, celui-là même qui était pendu dans le débarras où Gérasime m'avait enfermé. J'avais passé la nuit à côté et je ne savais même pas que le salut était à portée de main. Tu es génial, Lala. Je l'embrassai sur le front. Tu es la plus intelligente de nous deux. J'avais maintenant tout. Le journal avec les preuves de l'escroquerie. Le docteur prêt à témoigner. Et surtout l'original du document qui pouvait détruire Gérasime d'un trait de plume. Il ne restait qu'une nuit et un bal. Demain, ils fêteraient leur victoire, et moi j'organiserais les funérailles de leurs ambitions. Je laissai Eulalia sous la garde de Marfa et montai sans bruit au débarras. Là, dans l'obscurité, parmi les cartons poussiéreux, pendait mon vieux manteau de drap, ayant perdu sa forme et sa couleur avec le temps. Mes doigts tremblaient en cherchant la couture sur la doublure. La voilà. Des points grossiers, faits par la main tremblante de ma sœur. Je soulevai délicatement le fil avec mon ongle. Le tissu s'écarta. À l'intérieur, plié en quatre entre la ouate et le drap, se trouvait une feuille de papier timbré épaisse. Je la sortis. Le papier craqua dans le silence comme un coup de feu. Même dans la pénombre, je reconnus le sceau du notaire apposé il y a 20 ans. C'était mon atout, mon épée. Le lendemain, la maison bourdonnait comme une ruche. Les domestiques couraient avec des plateaux, les fleuristes décoraient l'escalier de guirlandes de fleurs fraîches. Gérasime et Pélagie étaient sur les nerfs. Ils hurlaient sur quiconque leur tombait sous la main, vérifiant chaque détail. Eulalia et moi avions été enfermés au grenier. C'était leur solution pour cacher les folles parentes loin des regards tant que les invités ne seraient pas partis. Mais ils ne savaient pas que la porte n'était pas verrouillée. Le docteur Zosime avait tenu parole. La serrure était ouverte, bien qu'un verrou massif pende à l'extérieur. Un décor qu'il avait simplement posé sur les gonds sans le enclencher. Nous étions assis en silence. Eulalia était calme. Elle avait pris le médicament et que Zosime lui avait donné au du simple gluconate de calcium et son esprit était clair. Nous entendions les invités commencer à arriver en bas. Musique, rire, claquement de talons. C'est l'heure, dis-je quand l'horloge de l'hôtel de ville sonna 7 heures. Je m'approchai de la vieille malle qui se trouvait dans un coin du grenier. Je savais que la garde-robe de maman y était conservée. Je soulevai le lourd couvercle. Une odeur de naphtaline et de lavande me frappa. Je sortis une robe. Velours bordeaux foncé, coupe stricte, col haut. Elle était vieille, mais majestueuse. Je l'enfilai. Elle m'allait parfaitement, comme si elle m'avait attendu toutes ces années. Je peignai mes cheveux gris et les relevai en une coiffure haute, fixée par cette même épingle passe-partout. Et puis je sortis de ma poche une petite boîte en velours que j'avais apportée du Nord.
Dedans reposait l'ordre du mérite pour la patrie. Argent lourd sur un ruban moiré. Je l'épinglai sur ma poitrine. J'habillai Eulalia d'une robe beige simple mais propre, trouvée au même endroit. Je lavai son visage, arrangeai ses cheveux. Elle ne ressemblait plus à une vieille folle. Elle ressemblait à une dame effrayée mais digne. Viens, Lala, je lui tendis la main. Viens, montrons-leur qui est la maîtresse ici. Nous sortîmes du grenier et commençâmes à descendre par l'escalier de service menant au hall principal. En bas, le bal battait son plein. L'immense lustre brillait, se reflétant dans les coupes de champagne. Gérasime se tenait sur une scène improvisée près de la cheminée. Il était magnifique en smoking, rayonnant d'assurance et de charme. À côté de lui se tenait le juge, un homme gros au visage rouge, tenant un dossier. Mesdames et messieurs, la voix de Gérasime, amplifiée par le micro, résonnait dans la salle. Merci de partager cette soirée avec nous. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous ne célébrons pas seulement l'histoire de notre famille, mais nous regardons vers l'avenir. Malheureusement, ma chère mère et ma tante ne peuvent être parmi nous. Leur santé, hélas, exige un repos complet et l'isolement. La foule hocha la tête avec compassion. Pélagie tamponna ses yeux secs avec un mouchoir. C'est un lourd fardeau, continuait Gérasime en faisant une mine affligée. Voir s'éteindre l'esprit de ses proches. Mais moi, en tant que fils aimant, je suis prêt à assumer la responsabilité de leur bien-être et de la gestion de notre héritage familial. Votre honneur, il se tourna vers le juge. Je vous demande d'attester cet acte de tutelle. Le juge hocha la tête et ouvrit le dossier. Gérasime prit le stylo. Son visage rayonnait de triomphe. Il sentait déjà le goût de la victoire. À cet instant, nous sommes sortis sur le palier supérieur de l'escalier d'honneur. Le bruit de nos pas fut noyé par la musique, mais ma présence fut sentie par les dos. D'abord un invité se retourna, puis un autre. Un murmure parcourut la salle comme une vague. Les musiciens s'embrouillèrent et se turent. Gérasime leva la tête. Le stylo se figea à 1 centimètre du papier. Ses yeux s'arrondirent. Il ne vit pas deux vieilles décrépites en haillons. Il me vit droite comme un i, en velours, une médaille sur la poitrine, et à côté, Eulalia propre et calme. Le silence devint absolu. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge comtoise. Oh, regardez. Gérasime essaya de rire, mais le rire sortit nerveux, aboyant. Elles se sont échappées de leur chambre. Pauvres femmes. Infirmiers. Où sont les infirmiers? Emmenez-les. Elles peuvent être violentes. Il fit signe à la sécurité qui se tenait près des portes. 2 gaillards s'avancèrent vers l'escalier. Je ne bougeais pas. Je levai simplement la main, paume en avant. Le geste qui arrêtait les wagonnets dans la mine. Halte, dis-je. La voix n'était pas forte, mais elle vola à travers la salle, ricochant sur les murs. Il y avait une telle autorité dedans que les gardes se figèrent en plein pas. Je commençai à descendre lentement, marche après marche. Eulalia marchait à côté, tenant fermement ma main. Les invités s'écartaient devant nous, formant un couloir. Je voyais leurs visages surpris, effrayés, curieux. Je trouvais du regard Ignacuzmich. Le procureur était au premier rang, pâle comme un linge. Nous approchâmes de la scène. Gérasime recula d'un pas, comme si j'étais un fantôme. Maman, siffla-t-il, et le micro capta ce son, le diffusant dans la salle. Qu'est-ce que tu fais? Va dans ta chambre. Je tendis la main et arrachai le micro de ses doigts moites. Nous ne nous sommes pas échappés de notre chambre, Gérasime, prononçai-je en regardant droit dans la salle, dans les yeux de 100 témoins. Nous nous sommes échappés de ton mensonge. Je me tournai vers le juge. Il me regardait bouche bée, tenant toujours le stylo au-dessus du document déclarant mon incapacité. Votre honneur, dis-je clairement et distinctement. Moi, Clémentine Savlievna, je suis saine d'esprit et de mémoire, et je suis ici pour dénoncer un crime. La salle poussa un soupir de stupeur. Pélagie cria et porta la main à son cœur. Un vol, continuai-je sans quitter mon fils des yeux, une falsification et une tentative de séquestration illégale. Gérasime devint écarlate. Son masque tomba définitivement. Elle délire, hurla-t-il en essayant de reprendre le micro, mais je reculai. Vous ne voyez pas? C'est de la paranoïa.
Docteur Zosime. Dites-leur, confirmez le diagnostic. Toutes les têtes se tournèrent vers le docteur qui se terrait près d'une colonne. Gerasim le regardait avec un espoir furieux. C'était sa dernière chance. Zosime s'avança lentement. Ses mains tremblaient, mais il me regarda, puis regarda Gerasim. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais la peur de moi était plus forte. Les dossiers. La voix du docteur trembla, puis s'affermit. Les dossiers médicaux que j'ai fournis au tribunal. Ils sont faux. Gerasim se figea. Qu'est-ce que tu racontes, glapit-il. Je les ai écrits sous la dictée de Gerasim Petrovitch, dit fort Zosime en regardant le sol. Sous la menace. Clémentine Savlievna et Eulalia Savlievna sont en parfaite santé. Leur état a été provoqué artificiellement, par des médicaments que leur fils m'obligeait à leur donner. Explosion. C'était comme si une bombe avait éclaté dans la salle. Les invités brouaient, quelqu'un cria. Le juge referma le dossier d'un claquement sec. Gerasim se tenait seul au milieu de la scène, nu dans son mensonge. Son monde s'effondrait, et alors il fit la seule chose qu'il savait faire. Il choisit la violence. Gerasim rugit comme une bête blessée. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni calcul ni ruse. Seulement la rage animale d'un rat acculé. Il se jeta sur moi. Ses doigts se crispèrent, visant ma gorge. Il ne voulait pas juste frapper, il voulait me faire taire pour toujours, écraser cette voix qui détruisait son illusion de grandeur. Ferme-la, crève, vieille salope, hurla-t-il en sautant la marche de la scène. Je ne bougeais pas. 20 ans dans le Nord m'avaient appris que lorsqu'une avalanche arrive, courir est inutile. Il faut lui faire face. Je serrai seulement plus fort la main de Lalia, qui cria et tenta de me protéger de son corps. Mais le coup ne vint pas. Entre moi et mon fils surgit une silhouette en uniforme gris. Ignac Kuzmich, le procureur qui hier encore détournait le regard, se dressait maintenant comme un roc. Il intercepta la main de Gerasim en plein vol. Dur. Professionnel. N'ose pas, dit-il doucement, mais ce murmure couvrit tout le bruit de la salle. Gerasim s'agita, essayant de se libérer, mais la prise du vieux procureur était de fer. Lâche-moi, elle ment. Elle est folle, postillonna Gerasim. J'en ai assez entendu, coupa Ignac en le repoussant violemment en arrière. Gerasim chancela et tomba à genoux, juste aux pieds du juge. Touche à la femme qui a bâti l'économie de cette ville, et tu ne vivras pas jusqu'au procès. J'y veillerai personnellement. À ce moment, la salle s'anima. La sécurité, comprenant enfin de quel côté était la force, maîtrisa Gerasim. Il se débattait, déversait des malédictions, mais ses mains étaient déjà tordues dans son dos. À l'autre bout de la salle, un autre mouvement commença. Pélagie, comprenant que le navire coulait, tenta de se glisser discrètement vers la sortie de service. Elle serrait un sac volumineux où teintait traîtreusement l'argenterie de famille. « Où allez-vous comme ça, madame ?» Marfa lui barra la route. Derrière elle se tenait, comme un mur, le cuisinier, la femme de chambre et le jardinier. Tout le petit peuple de cette maison, qui avait subi des années d'humiliation, regardait maintenant la maîtresse sans peur. Pélagie recula, laissa tomber le sac. Cuillère et fourchette en argent s'éparpillèrent sur le parquet avec un tintement ressemblant au glas de ses ambitions. Je m'approchai du micro. Un silence de mort régna. Tous me regardaient, la femme en velours et médaille qui venait de survivre à l'attaque de son propre fils sans même décoiffer sa coiffure. « Lâchez-le, dis-je. » Les gardes se regardèrent avec surprise, mais relâchèrent leur étreinte. Gerasim se releva en époussetant ses genoux. Une lueur d'espoir revint dans ses yeux. Il pensa que j'allais céder, que le cœur de mère flancherait. « Maman, » commença-t-il, changeant de ton pour devenir plaintif. « Maman, pardon, je n'étais pas moi-même. Ce sont les nerfs. On va tout arranger. » Je sortis de sous mes vêtements la feuille de papier timbré pliée. Celle de la doublure du manteau. « Tu as raison, fils, dis-je calmement. On va tout arranger tout de suite. » Je dépliai le document et le montrai au juge et au procureur. Ceci est l'acte de donation de la maison et du terrain, établi il y a 20 ans. Ma voix était ferme. Mais vous, Gerasim, n'avez jamais lu les petits caractères. Vous étiez trop occupé à dépenser mon argent. Je m'approchai de lui tout près.
Article 578 du Code civil de la Fédération de Russie, prononcez-je en détachant chaque mot. Révocation de donation. Le donateur a le droit d'annuler la donation si le donataire a attenté à sa vie, à la vie d'un membre de sa famille ou a causé au donateur des lésions corporelles. Gerasim devint si pâle qu'il ressemblait à un cadavre. Et aussi, continuai-je, si le traitement par le donataire de la chose donnée, présentant pour le donateur une grande valeur non patrimoniale, crée une menace de sa perte irrévocable. Je balayai la salle de la main, montrant les invités, les murs, le jardin par la fenêtre. Cette maison est la mémoire de mon père. Et tu en as fait un tripot et tu voulais la vendre pour démolition. Tu as affamé ma sœur. Tu as essayé de me faire déclarer folle. Tu as levé la main sur moi devant 100 témoins. Je me tournai vers le notaire, qui était assis dans un coin, recroquevillé. Dressez l'acte d'annulation. Immédiatement. Gerasim s'effondra à genoux pour de bon. Pas théâtralement. D'impuissance. Ses jambes ne le tenaient plus. Maman, ne fais pas ça. Où irai-je? Je n'ai rien. Je le regardais de haut. À l'intérieur de moi, c'était le vide. Ni pitié, ni colère, juste de la fatigue. Tu avais des millions, Gerasim. Tu avais une chance. Tu avais une famille. Tu as tout échangé contre de la poudre aux yeux. Je fis un signe de tête à Inia Kuzmich. Emmenez-les tous les deux. Je porte plainte pour escroquerie, détournement de fonds à grande échelle et tentative de meurtre. Les policiers, appelés par un des invités, entraient déjà dans la salle. Ils saisirent Gerasim par les bras. Il ne résistait pas. Il pendait entre eux comme une poupée de chiffon, me regardant avec des yeux vides et vitreux. Pélagie fut emmenée à sa suite. Elle sanglotait, étalant son mascara sur son visage. Les invités restèrent figés. Ils ne savaient pas comment réagir, applaudir, partir, s'excuser. Un haut fonctionnaire s'approcha de moi, ce même investisseur important pour qui le bal avait été organisé. Il avait l'air embarrassé. Clémentine Savlievna, commença-t-il en tendant la main. Nous ne savions pas. On nous a dit. Permettez-moi de vous exprimer mon admiration. Je ne lui serrai pas la main. Je le regardais simplement, lui et tous les autres. Ceux qui hier riaient de la servante folle sur le tapis, ceux qui buvaient le vin acheté avec l'argent volé à ma famille. Dehors, dis-je doucement. Le fonctionnaire fut interloqué. Pardon? Dehors de ma maison, répétai-je plus fort. C'est fini, le bal est terminé. Personne n'osa discuter. Les invités se dirigèrent vers la sortie, en silence, tête baissée, comme des écoliers réprimandés par le directeur. 10 minutes plus tard, la salle était vide. Il ne restait que moi, Eulalia, Marfa, Inia Kuzmich et le docteur Zosim, assis sur une chaise, le visage dans les mains. Je m'approchai du docteur. Il tressaillit. Je suis prêt à subir ma punition, chuchota-t-il. Tu soigneras les gens, dis-je. Gratuitement, à l'hôpital municipal, dans le service des sans-abri, pendant 5 ans. Si j'apprends que tu as pris ne serait-ce qu'un copec ou refusé quelqu'un, je t'envoie en prison. Zosim leva vers moi des yeux pleins de larmes et hocha la tête. C'était mieux que la prison. C'était une chance de rédemption. Inia Kuzmich s'approcha de moi. Il prit ma main et l'embrassa à l'ancienne, respectueusement. Pardonne-moi, Clémentine, dit-il. Je suis un vieux fou. Mon regard s'est voilé. Tu t'es rattrapé, Inia. Je souris faiblement. Merci pour ton aide. Quand tous furent partis, Eulalia et moi restâmes dans l'immense hall vide. Des confettis et des cuillères en argent jonchaient le sol, mais l'air était devenu pur. Je regardais ma sœur. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant l'obscurité du jardin. Ils sont partis, Lala, demandai-je. Elle se retourna. Son visage rayonnait d'un sourire calme et doux. Oui, Tina. Tous les démons sont partis. Je m'approchai de la porte et l'ouvris en grand. Le vent froid de la nuit s'engouffra dans la maison, chassant les restes de parfums chers et de peur. Je pris ce paillasson sale sur lequel ma sœur avait dormi, le roulai et le jetai avec force par-dessus le seuil dans l'obscurité. Plus de paillasson, dis-je. Demain, on en achètera un nouveau. Et une nouvelle vie. Une semaine passa.
La maison sentait encore la peinture et le bois fraîchement coupé, mais cette odeur m'était plus chère que n'importe quel parfum français. Avec Marfa et le jardinier, nous avions nettoyé chaque recoin. J'avais ordonné de brûler tous les meubles de la chambre de Gérasime et Pélagie dans la cour. Le feu dévora la tête de lit en velours et les baldaquins en soie, emportant avec la fumée le souvenir des années d'humiliation. Maintenant, j'étais assise dans le jardin sur un petit banc. Plongeant mes mains dans la terre meublée froide, je plantais des tulipes. Les bulbes se couchaient dans les trous comme de petites promesses de printemps futur. La terre sous mes ongles me rappelait le nord, mais là-bas elle était une ennemie, ici une mère. Tina, le thé est prêt. Je me retournai. Sur la véranda, enveloppée dans un plaid chaud en laine de mouton, Eulalia était assise. À côté, sur la petite table, fumait un samovar. Elle tenait dans ses mains une fine tasse en porcelaine de ce même service que nous croyions vendu, mais que Marfa, la brave femme, avait caché à la cave il y a 5 ans. Lala ne tremblait plus. Son regard était clair, calme, bien qu'au fond de ses yeux demeurât l'ombre de l'horreur vécue. Mais chaque jour, cette ombre pâlissait. Je secouai mes mains et m'approchai de la véranda. Le soleil, perçant à travers le feuillage jauni des vieux érables, dessinait des motifs bizarres sur le sol. « Comment te sens-tu » demandai-je en m'asseyant dans le rocking chair à côté. « Bien » sourit ma sœur. « Pour la première fois depuis longtemps. C'est juste calme. Tu sais, Tina, je pensais. L'aile, elle est vide, n'est-ce pas ? Je levai un sourcil interrogateur en buvant le thé chaud au thym. Il y a 5 chambres, continua-t-elle en regardant quelque part au-dessus des arbres, claires, spacieuses. Ignac Kuzmich disait qu'il y a beaucoup de gens en ville comme je l'étais, des vieilles que les enfants chassent de leurs appartements, qu'on considère comme un fardeau. Elles n'ont nulle part où aller. Je posai ma tasse. Cette idée trottait déjà dans ma tête, mais je craignais de la formuler, pensant que ma sœur avait besoin de repos. Un centre de crise, demandai-je. Une maison, corrigea-t-elle doucement. Juste une maison où personne ne dormira sur le paillasson, où l'on pourra boire du thé dans de jolies tasses et ne pas avoir peur d'être empoisonné. Nous pourrions. Nous le ferons, dis-je fermement. J'ai encore des contacts à la fondation. Et l'argent ? Gérasime a beaucoup dépensé. Eh bien, les mines du Nord savent être généreuses envers ceux qui savent attendre. Nous restaurerons tout. Nous aiderons. Quelque part au loin, une voiture klaxonna. Le bruit du moteur se fit plus fort. Le gravier crissa sous les roues. Une petite camionnette de livraison s'arrêta au portail. « Tu as commandé quelque chose » s'étonna Eulalia. Oui, je plissai les yeux avec ruse. Un cadeau pour nous deux. L'élément le plus important de l'intérieur. J'allais accueillir le livreur. Le gars déchargea un paquet lourd et compact. Je signai le bon de livraison et, saisissant le fardeau, le portai vers le porche. « Déballe » fis-je signe à ma sœur. Eulalia écarta le papier craft. Dessous se trouvait un nouveau paillasson, dense, en coco, avec un poil dur qui ne s'affaisserait pas avant 100 ans. Mais l'essentiel n'était pas la matière. L'essentiel était l'inscription brûlée en lettres noires au centre. Eulalia commença à lire à haute voix, et sa voix trembla de rire. « Essuyez vos pieds ou vous aurez affaire à la matriarche. » Nous nous regardâmes et éclatâmes de rire. Un rire pur et clair s'envola vers la cime des vieux tilleuls, effrayant les corbeaux. Dans ce rire, il n'y avait pas d'amertume, seulement de la liberté. Je posai le tapis devant la porte. Il s'ajustait parfaitement, couvrant l'endroit où gisaient encore récemment de vieux haillons. Et voilà, dis-je en me redressant et en regardant la façade rénovée de notre maison. Maintenant, c'est en ordre. Bienvenue à la maison, Clémentine. Bienvenue à la maison, Lala. Nous entrâmes à l'intérieur, laissant la porte ouverte pour que le vent d'automne puisse se promener librement dans les couloirs, balayant les dernières ombres du passé. La vie ne faisait que commencer. Voilà l'histoire, mes chers auditeurs. Une histoire qui montre que même lorsque le monde entier semble contre vous, lorsque les personnes les plus proches deviennent des bourreaux et que votre propre maison se transforme en prison, ce n'est pas encore la fin. Tant que le cœur bat, tant qu'il y a de la volonté et au moins une épingle dans les cheveux, on peut tout changer. Clémentine Savlievna a accompli l'impossible. Elle ne s'est pas brisée. Elle n'a pas laissé la rancœur faire d'elle un monstre, mais elle ne s'est pas non plus laissée piétiner. Mais dites-moi honnêtement, la main sur le cœur, qu'auriez-vous fait ?
Auriez-vous pu pardonner à un fils qui s'essuyait les pieds sur vous? Ou Clémentine a-t-elle été trop cruelle en l'envoyant en prison? Après tout, c'est son sang. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. A-t-elle bien fait de ne pas lui donner de seconde chance? Et voudriez-vous savoir ce qu'est devenu Gérasime derrière les barreaux? Peut-être vaut-il la peine de raconter l'histoire de la façon dont la duchesse de Fer a construit son refuge et combattu la bureaucratie de la ville. Si la suite vous intéresse, faites-le moi savoir. Et si cette histoire vous a touché, si elle a serré votre cœur puis l'a fait battre de joie, s'il vous plaît, mettez un like. C'est la meilleure récompense pour moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux chapitres de la vie de Jean Faure.